13 heures dans les studios de Radio Sénégal, le journal avec Ibrahima Sadi et Marianne Senghor. Bonjour Ibrahima Sadi. Bonjour Marianne Senghor. Quels sont les titres de cette édition? Et c'est maintenant effectif, la baisse du prix de l'électricité, elle est de l'ordre de 4 à 15% selon les tranches. La commission de régulation du secteur de l'électricité était face à la presse ce matin. L'insécurité à Dakar et dans les régions, les séries d'agressions se multiplient. Dernière en date, celle concernant un étudiant marocain mortellement agressé ce week-end près de chez lui. Des Sénégalais se prononcent sur leur sécurité devenue problématique. Le sociologue Djibi Diakhaté interpelle les Sénégalais, invite les Sénégalais à l'introspection et propose un modèle de société consensuelle. Et puis les populations de Sali-Kenyé exigent la réhabilitation de la route reliant leur localité à Kolda, un tronçon de 28 km, faute de quoi elle menace de boycotter les prochaines élections législatives. Dans la deuxième partie, on aura le sport avec Tanda Ndiaye, l'invité du jour, et Malik Ndiaye, directeur général de la CNCAS à Paris où il se trouve. Et s'est entretenu avec notre envoyé spécial François-Xavier Thiao. La revue de presse ce sera avec Arona Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bonjour à toutes et à tous. Ibrahima Sadi, vous l'avez dit tantôt, les Sénégalais peuvent donc regarder leur facture d'électricité avec le sourire. En effet, la baisse promise par le chef de l'État lors de son adresse de Nouvel An est effective. Cette baisse est appliquée ainsi est de 15% sur le tarif de la première tranche, 11% sur le tarif de la deuxième tranche et 4% sur le tarif de la troisième tranche. La commission de régulation du secteur de l'électricité a fait face à la presse ce matin pour revenir donc sur cette baisse. Ibrahima Amadou Sarr, le président de cette commission, s'est aussi prononcé sur les décisions prises concernant l'électrification rurale. C'est un compte rendu signé Dior Ndiaye Cissé. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du gouvernement de faire baisser les tarifs de l'électricité de 10%, cette baisse est effective avec un système de tarification par tranche de consommation à la place du tarif unique. Ibrahima Amadou Sarr, président de la commission de régulation du secteur de l'électricité. La nouvelle grille opère une baisse moyenne des tarifs de 10% en mettant l'accent sur ceux des clients à faible revenu. Au niveau des clients basse tension, petite et moyenne puissance qui sont facturés par tranche de consommation, la baisse est appliquée ainsi qu'il suit. 15% sur le tarif de la première tranche, 11% sur le tarif de la deuxième tranche, 4% sur le tarif de la troisième tranche. Tous les clients de Sénélec ressentiront la baisse sur leur facture, de façon différenciée cependant en fonction de leur niveau de consommation. Le tarif de la première tranche est passé de 106,44 francs CFA à 90,47 francs. Le tarif de la deuxième de 114,2 francs CFA à 106,64 francs CFA. Le tarif de la troisième tranche de 117,34 francs à 112,65 francs. Le gouvernement a aussi pris un certain nombre de mesures pour faciliter le raccordement des populations et réduire le coût de l'électricité en milieu rural. Ibrahima Amadou Sarr. Il y a plusieurs opérateurs en milieu rural qui appliquent des tarifs différents. Dans ce contexte, le gouvernement a pris la décision d'harmoniser les tarifs en milieu rural. Mais en attendant l'effectivité de cette mesure, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour faciliter le raccordement des populations et réduire sensiblement le coût de l'électricité. Ces mesures qui seront mises en œuvre prochainement concernent la réduction de 50% de l'apport initial demandé aux clients pour les frais de raccordement, la baisse de 25% des factures des clients au forfait, l'application du tarif prépaiement de Sénélec aux clients S4 disposant d'un compteur. La commission de régulation du secteur de l'électricité, en rapport avec le ministère de l'Énergie, va organiser ce 28 février un atelier pour déterminer avec les opérateurs ruraux les mesures d'application dans les meilleurs délais. Dior Ndiaye Cissé. Autre aspect de l'actualité, l'insécurité au Sénégal qui commence à prendre des proportions assez inquiétantes. Et dernière agression en date, c'est celle concernant un jeune étudiant marocain mortellement agressé ce week-end. Non sans rappeler les braquages en plein jour. Et face à cette situation, les Sénégalais interpellent l'État sur leur propre sécurité. Notre reporter Yassine Diop a recueilli leurs avis. Il y a beaucoup de failles au niveau des frontières. Il y a nos voisins qui entrent, qui sortent comme bon leur semble. Je crois que le président, en premier, doit être interpellé là-dessus pour qu'il puisse réagir d'abord. Renforcer aussi la sécurité interne, c'est-à-dire
Pas au niveau de la gendarmerie ou de la police, mais surtout précisément l'agent de sécurité de proximité. S'il pouvait donner les moyens nécessaires à ces agents-là, peut-être on pourra au moins diminuer cette recrudescence, quoi. Moi personnellement, je ne me sens pas sécuritaire. Je me réveillais à 4h, 4h30 du matin pour aller au boulot, mais actuellement, à vrai dire, je me réveille à 6h du matin. Ici, il suffit de voir l'évolution mais actuellement de la vie pour savoir que la sécurité est quelque chose de nécessaire. Un citoyen qui commet des dégâts et consort, il faut le signaler, il faut avoir le courage de le signaler. Mais fermer les yeux, ça c'est pas bon. Il n'y a pas assez de policiers. Il faut recruter beaucoup de policiers et les mettre dans la rue comme auparavant. Là, vous marchez du matin jusqu'au soir, vous ne verrez pas un policier dans une avenue. Mais c'est inadmissible. On les met dans les domiciles, on les met dans les auberges, on les met devant des hôtels, mais pas dans la rue pour la sécurité des gens. C'est pas normal. C'est ça que je déplore. Voilà donc des propos recueillis par Yacine Diop. Mais face à cette recrudescence de la violence, le sociologue indexe la famille. Le sociologue Djiby Diakhaté donc qui pense que la famille ne joue plus son rôle d'éducation et comme solution, Djiby Diakhaté propose un projet de société consensuelle. Il est interrogé par Tida Sané. Toutes les sociétés sont traversées par des séquences de violence. Maintenant, les outils qui sont utilisés pour exprimer la violence s'adaptent toujours au contexte de la réalité actuelle. Plus la technologie avance, plus il y a de nouveaux instruments qui apparaissent dans notre vécu, plus ces éléments sont utilisés pour véhiculer la violence. En réalité, l'adoption des motos, l'adoption d'autres instruments, d'autres outils, l'adoption de stratégies tiennent compte évidemment du contexte dans lequel nous évoluons. Ce qui veut dire évidemment que la violence a toujours été là, elle a toujours été ambiante, seulement elle s'accommode des nouveaux outils qui apparaissent dans le contexte dans lequel nous sommes. La chose la plus importante, il me semble, c'est re-questionner notre société. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre société? Il me semble évidemment que nous avons une société plus réelle. C'est ça la vérité. Plusieurs cadres sociaux, plusieurs communautés, plusieurs groupes qui vivent des conditions différentes. Et qu'en conséquence, il nous faut aller vers un projet de société plus ou moins consensuel, des axes forts autour desquels nous nous entendons, des principes forts autour desquels nous nous entendons, pour nous assurer qu'il y a un consensus minimal qui détermine le fonctionnement de notre coexistence. Autre élément qui me semble important, c'est la famille. La famille a toujours été la cellule sociale de base à l'intérieur de laquelle on inculquait à l'individu des valeurs qui par la suite imprimaient une orientation à sa conduite. Il se trouve aujourd'hui que de plus en plus, la famille a tendance à se fragiliser. Les acteurs qui jouaient le jeu à l'intérieur de la famille s'occupent d'autres choses, en sorte que les enfants, d'une certaine manière, sont plus ou moins livrés à eux-mêmes, bénéficiant d'une marge de liberté et d'autonomie de plus en plus grande et de façon précoce. Voilà donc, c'était Djiby Diakhaté, le sociologue, sur les agressions à Dakar. Et le directeur général de la police, Omar Mal, promet d'ailleurs de réagir sur nos antennes sur cette question sécuritaire. C'est cet après-midi. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Les populations de Saly-Keñé n'en peuvent plus de supporter le calvaire qu'elles rencontrent sur le tronçon de 28 km qui mène à Kolda. Et elles ont exprimé leur mécontentement ce week-end pour exiger sa réhabilitation, faute de quoi ces populations menacent de ne pas voter aux prochaines élections législatives. Moussa Banora. Ce sont des populations de Saly-Keñé très remontées que nous avons rencontrées sur place. À défaut de la marche qu'elles avaient voulu faire et qui a été interdite par les autorités locales, elles ont tout de même tenu à exprimer leur désarroi. Bambo Diaité, leur porte-parole. Pas mal d'entrepreneurs aussi sont venus mesurer, remesurer, mais jusqu'à nos jours, on ne voit pas la faisabilité si souhaitée pour que la route soit au moins goudronnée. Compte tenu de ça, avec cette longue attente, la population de Saly-Keñé en a marre de vivre dans un calvaire. Nous serons complètement désenclavés aussi du Sénégal. Et pourtant, ces populations qui vivent à la frontière bissau-guinéenne, ainsi que celles des communes de Guéré-Bokar et de Dioulacolon, comptaient beaucoup sur la CEDEAO, mais aussi sur le PIDC et le Puma. Bambo Diaité. Cette taxe-là, si c'est bien réhabilité, sur le fond même bitumé, ça peut rapporter beaucoup de choses dans le plan économique des communes. Lors du message de fin d'année de M. le Président de la République, il a donné des instructions au gouvernement de continuer le programme du PIDC. Mais pourquoi Kolda Saly-Keñé, nous n'avons pas pu bénéficier de ce PIDC et du Puma? Dans ce programme-là, la route de Saly-Keñé a pleinement sa part. Ces populations entendent passer à la vitesse supérieure si la situation n'évolue pas, selon leur porte-parole. Primo, nous voulons vraiment
marcher, montrer à l'État que, vu l'état de dégradation de cette route-là, c'est un peu difficile. Si l'État ne répond pas, pendant les élections à venir, on ne votera pas. Kolda, Moussa Banora, RTS. Merci Moussa Banora. Le week-end a été agité, Ibrahim Sadi, sur le plan politique à Tambacounda. À Tambacounda, on a signalé des affrontements entre partisans de Khalifa Sall aux militants de l'APR favorables à Sidiki Kaba, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice. On dénombre un blessé grave. Et parmi les 4 blessés, ils sont tous internés au centre hospitalier régional de Tambacounda en Soumana Sadio. Le socialiste maire de Dakar, Khalifa Sall, en séjour à Tambacounda, a entrepris une série de visites de courtoisie aux anciens de cette formation politique. Pour la première journée du samedi, des échauffourées se sont produites entre son staff et les militants apéristes favorables au garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Sidiki Kaba. Malheureusement, un blessé grave a été enregistré sur les 4 décomptés. Ce dernier est interné au centre hospitalier régional de Tambacounda jusqu'à ce lundi. Ces affrontements sont nés d'une caravane initiée par Khalifa Sall qui sillonnait toute la commune de Tambacounda et qui devait se rendre chez un nommé Anya Diallo, un des dignitaires PS. Le domicile de ce dernier se situant à une centaine de mètres du domicile familial du garde des Sceaux, ministre de la Justice, les militants de Sidiki se sont farouchement opposés car la longue caravane passe par là. Du coup, une altercation ouverte s'en est suivie. C'est Khalifa Sall lui-même qui s'est investi pour calmer les esprits. Chacun des 2 camps rejette la paternité de ces affrontements. Heureusement que le maire de Dakar a continué sa caravane de remobilisation de troupes jusqu'à tard dans la soirée avec une série de meetings dédiés à 3 responsables socialistes, Lassana Kanté, Ladji Diallo et Papis Signaté. Quant à l'autre camp socialiste par la voix d'Alassane Sina Sissoko, président du conseil départemental de Tambacounda, il lance un appel à son camp pour qu'il s'éloigne de toutes ces manifestations. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. Merci Ansoumana Sadio. Ousmane Tanor Dieng est élu sur la Petite Côte pour une tournée d'animation et de mobilisation des militants socialistes. Et le premier secrétaire, sinon le secrétaire général du Parti socialiste, a souligné que quand on gère le bien public, on doit rendre compte, c'est sa conviction. Vous l'avez dit, il est en tournée d'animation et de mobilisation à Mbour. Le socialiste a salué la compétence et la probité des inspecteurs généraux d'État dans le travail de reddition des comptes. Nous écoutons Ousmane Tanor Dieng, des propos recueillis par El Hadj Ndiaye. Quand on gère le bien public, on doit en rendre compte, c'est simple. D'ailleurs, tout le monde accepte cela. On peut faire des critiques sur les intentions, sur les non-dits. Ça, chacun est libre de le faire, mais le principe n'est contesté par personne. Toute personne qui gère des biens publics doit s'attendre à faire la reddition des comptes. Tout le monde doit s'y plier. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce que je peux dire aussi concernant une institution comme l'inspection générale d'État, moi, sur la base des postes que j'ai occupés, c'est une structure de contrôle, une structure prestigieuse dont je connais la compétence, la probité des grands collaborateurs du chef de l'État qu'il compose. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut savoir raison garder, respecter notre justice et lui faire confiance. La justice est chargée de trancher un certain nombre de questions. Il faut laisser la justice faire son travail. Et non pas avoir un jugement sur la justice qui dépend de la décision de justice. Si la décision vous arrange, vous pensez qu'elle est bonne. Si elle ne vous arrange pas, vous la critiquez. Ça, ce n'est pas une attitude ni objective, ni honnête, ni républicaine. Voilà donc, Ousmane Tanor Dieng ne s'en est pas limité là. Il en a profité aussi pour répondre à Cheikh Tidiane Gadio. Oui, le leader du MPC, Marianne, on le rappelle, a soutenu que si Khalifa Sall était dans le camp du pouvoir, il ne serait pas inquiété. Qu'il s'occupe de ses problèmes, a réagi Ousmane Tanor Dieng, que nous réécoutons. Ça, c'est le point de vue de Gadio. Ça ne m'engage pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vraiment, ce que je demande, c'est que tous ces gens-là qui parlent du Parti social, c'est gentil. Mais vraiment, nous savons ce que nous avons à faire, qu'ils nous laissent tranquilles, s'occuper de nos problèmes. Ils ont chacun, dans leur parti et dans les structures dans lesquelles ils s'agitent, ils ont suffisamment de problèmes dont ils doivent parler. Donc, qu'ils laissent le Parti socialiste en paix et qu'ils nous laissent, nous, s'occuper, régler nos problèmes. C'est la seule requête que je formule à leur endroit. De toute façon, moi je ne réponds pas à ce genre d'interprétation, de commentaires, de critiques, quelquefois même d'insultes et d'injures
je ne réponds pas à cela, je conserve mon énergie pour des choses importantes et positives et non pas pour de l'agitation médiatique de gens qui veulent avoir un nom et qui sont en train de faire feu ou flèche de tout bois. Ces gens-là, moi, je n'ai pas du temps et de l'énergie à le consacrer. Voilà donc Ibrahima Sadi, on va ailleurs pour parler tout à fait d'autre chose. À Paris se poursuit la 54e édition du Salon international de l'agriculture. Et faisons la découverte d'un des plus grands chevaux du monde, son nom Bella, d'origine normande. Cette jument fait 2 mètres de haut et pèse 1 tonne 200 kg. Bella est une des attractions du Salon international de l'agriculture 2017. Envoyé spécial François-Xavier Thiaw. Dans sa robe noire grisonnante, Bella se dandine dans son enclos avec à ses côtés sa pouliche de 7 mois. Bella n'a que 7 ans, mais déjà elle pèse 1 tonne 200 kg. C'est des chevaux qui ont une taille imposante, qui peuvent faire 1m80 au garrot. Donc quand ils lèvent la tête, ils font plus de 2 mètres. Et c'est des chevaux qui sont destinés normalement à tirer des charges très très lourdes. Donc faire du débar. Oui, ça peut tirer jusqu'à la moitié de leur poids, donc au moins 600 kg. Ils sont passés combien? Là, Bella, elle fait 1 tonne 2. Et sa pouliche fait presque 500 kg à 7 mois. Pourtant, Bella ne mange que du foin, de l'herbe et des céréales bio. Si au Sénégal, le cheval sert plus au transport et aux travaux champêtres, Bella, elle, est surtout utile pour son lait. Elle peut donner jusqu'à 20 litres par jour. Donc c'est des juments qu'on traite à la ferme pour faire du lait pasteurisé, donc du lait en bouteille. On fait que du bio, on fait du lait en poudre, on fait des cosmétiques. Ça sert à quoi le lait de jument? Alors c'est un bienfait pour la peau, pour les problèmes d'acné, les problèmes de plaques un peu rouges, etc. C'est le lait qui se rapproche le plus du lait maternel. Ce qui fait que pour les enfants où les mamans n'ont pas de lait ou les enfants qui sont allergiques au lait de vache ou industriel, c'est un lait qui est très digeste, pas allergène. Donc ça se consomme? Oui, oui, ça se consomme en bouteille, en gélule aussi, pour ceux qui n'aiment pas le goût du lait, vu que ça change du lait de vache. Et avec le lait, vous pouvez tout faire en fait. En termes d'entretien, Bella est tout de même budgétivore. Il faut pour lui assurer son repas quotidien près de 20 €, soit 14 000 francs CFA par jour. François-Xavier Thiaw, au 54e Salon international de l'agriculture à Paris, pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité internationale donc, plus de 30 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan voisin depuis le début de l'année. Ces Sud-Soudanais fuient la famine qui sévit dans leur pays et des dizaines de milliers d'autres devraient faire de même, indique le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Le Sud-Soudan, devenu indépendant après avoir fait sécession en 2011, est touché par une famine. Environ 1 million de personnes risquent d'en pâtir dans les prochains mois, selon l'ONU. Une journaliste soudanaise s'est plainte d'être la cible d'islamistes radicaux. Selon Chamel Al-Nour, les islamistes radicaux l'accusent d'avoir insulté l'islam dans l'une de ses chroniques. L'organisation Reporters sans frontières a exhorté les autorités à faire tout le nécessaire pour la protéger et condamner ses appels à la haine et à la violence. Réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les États-Unis vont prendre la parole cette semaine. Une intervention, Marianne, très attendue. Elle intervient pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, dont l'élection a provoqué de vives inquiétudes. Les regards donc sont tournés vers les États-Unis dans l'attente de savoir quelles seront leurs intentions vis-à-vis des droits de l'homme des autres pays et du Conseil. Et pour terminer, les forces irakiennes continuent leur progression vers Mossoul-Ouest. Au 9e jour de leur offensive pour reprendre la totalité de Mossoul, c'est la deuxième ville irakienne, les forces fidèles à Bagdad ont atteint ce matin un pont de la ville aux mains du groupe État islamique. Elle contrôle désormais l'accès à l'ouest du pont situé dans le sud de Mossoul et en partie détruit par des bombardements. Voilà donc, c'est la fin de la première partie. Ibrahima Sadi, rappel des titres. C'est maintenant effectif. La baisse du prix de l'électricité, elle est de l'ordre de 4 à 15% selon les tranches. La commission de régulation du secteur de l'électricité était face à la presse ce matin. L'insécurité à Dakar et dans les régions, les séries d'agressions se multiplient. Dernière en date, celle concernant un étudiant marocain mortellement agressé près de chez lui ce week-end.
des Sénégalais se prononcent sur leur sécurité devenue problématique. Et puis le sociologue Djibi Diaraté invite les Sénégalais à l'introspection et propose un modèle de société consensuelle. Enfin, les populations de Salikégné exigent la réhabilitation de la route reliant leur localité à Kolda, un tronçon de 28 km, faute de quoi elle menace de boycotter les prochaines élections législatives. Merci Ibrahim Sadi. Radio Sénégal, les sports. Voilà donc, le sport, c'est tout de suite avec Tandakha Ndiaye. Bonjour Tandakha. Bonjour Marianne Senghor. Voilà, l'actualité sportive de ce jour est dominée par la CAN des juniors en Zambie où le Sénégal rencontre le Soudan. Oui, tout à fait, et précisément à Ndola, c'est la ville zambienne qui abrite cette rencontre, une rencontre vieille maintenant de 21 minutes. Autant dire que le Sénégal qui rencontre le Soudan, faut-il le rappeler, avait sorti le tenant du titre, le Nigeria, et donc avertissement pour les hommes de Joseph Koto, une entrée en matière très très attendue, les vice-champions d'Afrique qui en tout cas ambitionnent les vice-champions d'Afrique, les Sénégalais, et donc qui ambitionnent le titre continental, une qualification en Coupe du Monde de la catégorie, et à suivre justement l'autre rencontre cet après-midi à partir de 16h, l'Afrique du Sud qui rencontre le Cameroun, et puis rappeler qu'hier, en match d'ouverture, la Zambie a battu la Guinée 1-0 et qu'entre Maliens et Égyptiens, on s'est fait des cadeaux et donc 0-0. Et on reparle de la Ligue 1 chez nous. Génération Foot reste donc leader à la fin de la deuxième journée. Oui, tout à fait. À l'issue de la 12e journée qui s'est terminée hier à Mour entre les Girafes et l'équipe de Mour Petite Côte. Et donc un but, c'est donc un match nul, 0-0. Alors Génération Foot, vous le disiez tout à l'heure, eh bien, une équipe qui a laminé l'équipe de la Douane 4-1. Le Ndiambour, après justement la bourrasque qui retrouve justement le sourire, et donc 1-0 devant le stade de Mbour. Idem pour le GFA sur le même score, et donc Tenguet FC qui a fait tomber, qui a été justement battu par l'équipe de Guédiawaye. Au chapitre des nuls, 1-1 entre l'US Ouakam et la Linguère. Le Casasport et Ndiambour également 1-1. US Gorée et NGB 0-0. Ce qui relève justement les insulaires à la dernière place. Voilà, Tandakha, un coup d'œil sur la Ligue 2. Oui, le coup d'œil sur la Ligue 2, mais avant d'aller plus loin, c'est vraiment la mauvaise nouvelle du côté justement d'Ndola, puisque le Soudan mène par 1-0 devant les hommes de Joseph Koto. Ouais, mais c'est pas grave, on va se rattraper, c'est sûr que voilà, puisque donc, le match vient juste de commencer. Voilà, nous espérons, nous souhaitons que vos vœux soient exaucés, Marianne. En tout cas, on en a bien besoin. Alors la Ligue 2, nous y voilà, puisque le leader Dakar Sacré-Cœur, eh bien, qui a toujours les choses en main, et donc malgré qu'il soit tenu en échec, ce Dakar Sacré-Cœur par l'équipe de Barguetch, 1 but partout, et même score qui a sanctionné la rencontre entre Kayor Foot et Yego, l'Olympique d'Angor qui s'incline 1-2 face au Dakar Université Club, la Sonacos qui tient en échec Diamono Fatigue 0-0, idem entre l'équipe de Ndarguetch et l'équipe de l'Etix Mboro. Avant d'aller en Europe, Tandakha, un mot sur le beach soccer. Oui, le beach soccer, puisque l'équipe nationale de beach soccer, championne d'Afrique en titre, se prépare fiévreusement en direction de la Coupe du Monde chez les Bahamas. Ce sera du 27 avril au 7 mai prochain. Et puis le coach Ngala Silla, lui, a convoqué 16 joueurs, 3 gardiens, 6 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. Et à cette deuxième phase de la préparation du mondial, eh bien, un regroupement fermé qui a démarré aujourd'hui et qui va se poursuivre et là au Maroc pour 2 rencontres et 2 rencontres amicales, et puis les Lions feront un comeback à Dakar à l'issue et donc vont jouer des matchs amicaux avant justement de prendre la direction des Bahamas pour la Coupe du Monde. On va leur souhaiter une très bonne chance. Voilà, et prier pour eux et pour nos juniors aussi, Tandakha. Voilà, les juniors, ils en ont bien besoin. En tout cas, pour l'instant, ils sont menés par le Soudan 0-1.
Et maintenant, la fenêtre sur l'Europe. Oui, et je commence justement par le grand classico hier sur l'Hexagone, et pour ne pas dire OM-PSG en 24e journée, le Vélodrome a été douché par le Paris Saint-Germain qui s'est donc promené devant l'Olympique de Marseille 5-1. Et puis à l'absence surtout quasiment des supporters parisiens, et puis Lyon qui fait mieux que Paris, donc 5-0 devant l'équipe de Metz. Du côté de l'Espagne, avec l'Atlético qui se fait piéger à Vicente Calderón, 2-1, c'est pour les Blaugrana avec Lionel Messi, et puis le Real de Madrid plus que jamais décidé 3-2 face à l'équipe de Villarreal. La Juventus de Turin, les leaders, nous sommes en Série A italienne qui domine Empoli 2-0. Si la Lazio de Rome de João Baldé gagne 1-0 contre l'Udinese, à contrario, Naples de Kalidou Koulibaly qui tombe dans ses installations 0-2 en faveur de Atlanta Bergame. Allez, on va en Allemagne, là, le Bayern Munich au zénith de sa forme qui fait exploser l'équipe de Hambourg. Alors, tenez-vous bien, Marianne Senghor, 8-0, ça, c'est vraiment un score de petite sphère. Et puis, un autre manche, et bien là, on va noter le succès de Manchester United, vainqueur de la League Cup, et donc en battant Southampton, donc 3-2, un match plein de rebondissements avec le doublé de Zlatan Ibrahimovic. Et pour terminer, basket avec le National 1, garçons et filles. Oui, et honneur aux femmes d'abord, puisque la troisième journée des play-offs avec la Ville de Dakar, vainqueur du Giraffe 61-49, Bob qui bat Asfo 57-36 dans un match, en tout cas, à vous couper le souffle. Et donc, le Duc Inexemi remporte la rencontre devant Sony Basket à 54-53, mais une sympathique équipe de basket conduite par une très belle Aminata Diop. Et chez les garçons, la victoire de Louga Basket sur Thiès 77-64, match très serré, et le Sony Basket qui a battu Sibac 75-49, l'UGB qui domine Jeanne d'Arc 59-51, Douane 64, Rail 54, et puis avec les qualifiés au play-off, on peut retenir à la poule A le Duc, la Douane, l'ASFA. À la poule B, il y a le Sony Basket, l'UGB, Louga Basket et les Saltigués de Rufisque. Alors permettez-moi, Marianne, de jouer une petite prolongation, puisque deux élus à la tête de leur fédération respective, Adifal a pour 4 ans à la tête de la fédération de canoë-kayak, et puis Alexandre Alcantara à la tête de la fédération sénégalaise de surf. Alors il ne me reste qu'à vous redonner le témoin, Marianne Senghor. Alors je sais là où vous allez, c'est vrai, là où aiment vraiment les gourmets. Il s'agit du restaurant. Alors bon appétit et salut à vous tous. Merci Tandakha et au revoir. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Voilà, notre invité est le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Malick Ndiaye révèle dans cet entretien que la CNCAS a injecté plus de 100 milliards de francs CFA cette année dans l'agriculture sénégalaise. Il participe au Salon international de l'agriculture à Paris. Malick Ndiaye, le directeur général de la CNCAS, répond aux questions de François-Xavier Thiaw. La Caisse nationale de crédit agricole est revenue au SIA. Quelle est la particularité de la participation de 2017 ? Nous sommes un des acteurs clés, j'allais dire, de l'agriculture sénégalaise, et nous considérons aussi que de par notre rôle, nous ne devons pas être en reste. Nous devons pouvoir assister, participer et observer aussi les dynamiques qui s'opèrent aujourd'hui dans tout ce qui est évolution du monde agricole et sur le positionnement que le Sénégal doit avoir sur un certain nombre de ces marchés, comme les marchés d'exportation de fruits et légumes. Et en même temps, nous avons aussi un partenaire important qui est l'Agence française de développement, qui soutient la banque avec un financement de 15 millions d'euros sur 15 ans, avec 50 différés à un taux concessionnel. Nous devons les rencontrer aussi au niveau de salon. En tout cas, le salon en lui-même est un creuset important pour tous ceux qui s'intéressent au développement des activités agricoles dans sa globalité, et la banque est un des acteurs de l'agriculture, et c'est pour ça que nous comptons être là et participer aussi à ces dynamiques et pouvoir tirer profit pour l'économie agricole sénégalaise. Alors justement, vous êtes la banque de financement des producteurs. Quels sont les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler pour assurer une meilleure présence justement de l'agriculture sénégalaise sur le marché international? Excellente question. Je pense qu'aujourd'hui, nous profitons tous du plan Sénégal émergent avec ses déclinaisons PRACAS et Peña. Nous avons avec l'AFD mobilisé 10 milliards de francs CFA pour cette
fois financer l'investissement dans l'agriculture. Nous avons eu jusque-là des difficultés pour bien accompagner l'investissement. Nous avons les ressources pour le faire parce qu'il faut des ressources adaptées pour le faire. Nous avons donc une enveloppe pour ça. Nous sommes en négociation avec la BADEA aussi pour 10 millions de dollars sur 8 ans, à un taux assez intéressant pour aussi financer les autres secteurs. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous voulons renforcer les investissements, faire en sorte qu'il y ait un mouvement massif de ressources vers le secteur agricole pour faire la transformation de l'agriculture. Ce processus est en cours, il faut le surveiller et s'intéresser aux dynamiques qui vont s'opérer dorénavant dans le secteur agricole. Et d'ailleurs, dans ce que nous avons convenu avec l'Agence française de développement, c'est de prévoir justement pour le secteur d'horticulture d'exportation des interventions ciblées afin de renforcer la part du Sénégal dans les marchés du haricot vert, de melon et d'autres fruits et légumes exotiques que vous retrouvez ici sur la mangue, que vous retrouvez sur le marché français et le marché européen, même londonien. Donc il est important que nous puissions renforcer ce que nous faisons aujourd'hui pour faire en sorte que le Sénégal non seulement puisse satisfaire ses besoins internes sur son marché domestique, mais aussi exporter justement vers l'ensemble des pays qui sont demandeurs de nos produits. Et c'est ce mouvement-là qui est important et c'est ce mouvement-là qu'il faut accompagner et c'est ce mouvement-là qui aujourd'hui a débuté et qui est irréversible et nous comptons jouer notre rôle. C'est vraiment important puisque ça demande une mobilisation de ressources de plus en plus importante pour justement répondre à toutes ces initiatives. Si vous regardez bien au niveau du Sénégal, il y a un engouement important aujourd'hui sur les projets agricoles. Il y a beaucoup d'initiatives, en tout cas nous en recevons beaucoup, des projets d'envergure, des projets qui sont vraiment intensifs, qui sont structurants. Vous en financez beaucoup? Ah oui, nous finançons beaucoup de projets aujourd'hui, contrairement à ce que l'on peut penser. Cette année, nos interventions cumulées dépassent 100 milliards de financement aujourd'hui. Mais c'est aussi tiré par notre programme de suffisance en riz dans la vallée. Nous avons multiplié par 3 nos interventions par rapport à ce que c'était avant ce programme. Et il faut savoir qu'on avait des interventions dans la vallée, pour donner que cet exemple, en moins de 3 milliards de financement. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 9-10 milliards par an. Donc on a multiplié par 3 les interventions dans la vallée et ça va augmenter. Lié au fait que sur la chaîne de valeur, en plus de la production, nous avons la transformation et la commercialisation. Et sur toutes ces chaînes, il nous faut intervenir, il nous faut apporter la ressource et aider à ce que les productions qui ont été accrues puissent trouver une transformation adéquate et une mise en marché adéquate et ça demande des ressources. Alors, M. Malick Ndiaye, directeur général de la CNCH, je vous remercie. Merci beaucoup. Radio Sénégal, la revue de presse. Voilà, la revue de presse, c'est avec Arona Diouf. Les journaux reviennent ce matin sur un week-end très politique avec des politiques qui n'ont pas chômé. Entre tournées et meetings, la presse revient, comme le souligne l'Observateur à sa une, sur ce week-end 100% macabre. Sans SANG que le quotidien de Futurs Médias met en exergue tout en rouge. Affrontement entre partisans de Sidiki Kaba et de Khalifa Sall. La violence relève le quotidien, se lève à l'est. Elle en parle, renseigne la presse de 2 à 4 blessés, dont un enseignant selon le quotidien qui a été évacué au centre hospitalier régional à Tambacounda ce week-end. Il s'agissait en fait, note l'Observateur, de la première sortie du maire de Dakar dans la capitale orientale au lendemain de son audition à la division des investigations criminelles. Et justement, beaucoup de réactions ce matin dans la presse sur cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Toute personne qui gère des biens publics doit s'attendre à faire la reddition des comptes. Une réponse de Ousmane Tanor Dieng selon le quotidien à Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui vendredi dernier, rappelle mon confrère, par une allusion avait à l'endroit de Ousmane Tanor Dieng et Macky Sall signifié, je cite, l'affrontement qu'il refuse. Aura bel et bien dire. Ainsi, le socialiste reprend enquête et largement revenu sur la politique de reddition des comptes mise en place par le régime en place. Une politique qui, selon lui, est au cœur de la bonne gouvernance. De l'avis du patron des Verts dans les colonnes du Soleil, il faut respecter la justice, lui faire confiance et la laisser faire son travail. Tanor, toujours dans les colonnes du quotidien national, qui regrette que des gens aient un jugement qui dépend de la justice. En d'autres termes, regrette-t-il, toujours dans les colonnes du Soleil, je le cite,
elle est bonne si elle arrange, sinon on la critique seulement. Et au-delà des faits, le commentateur de Rewmi Quotidien sur cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar parle d'une justice sur la place publique. Oui, parce que c'est un ensemble. Tous les éléments de l'affaire sont étalés sur la place publique. Tout le monde est au courant de ce que l'on reproche à Khalifa Sall. Puis les noms regrettent mon confrère. Les noms des personnes interrogées par les enquêteurs sont connus, alors qu'il y a dans toute instruction un minimum de secret, renseigne Rewmi Quotidien pour garder l'objectivité nécessaire. La conviction alors du commentateur du journal, eh bien, c'est que manifestement, en haut lieu, on a voulu que tout le monde sache. Du coup, il s'agit, accuse Hassan Samb, de bâtir une opinion publique défavorable à un homme politique que l'on veut présenter comme quelqu'un de vert. Et puis ce week-end qui a également été macabre, d'abord ce drame à amitié de Dakar avec un étudiant marocain qui a été mortellement poignardé selon la presse à la zone B, précise Vox Populi, qui parle d'agresseurs à bord de 3 scooters qui l'ont pris à partie à 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche avant de le poignarder. Mazin Chakiri, qui s'apprêtait à soutenir sa thèse de doctorat, devait rentrer au Maroc dans un mois, indique le journal. Cet étudiant donc marocain poignardé à mort par des agresseurs en cavale, déplore l'observateur. Le tambour-major de Tchadjaï abattu par des cambrioleurs et puis un commerçant broyé par un train à Diourbel. Le journal de relever à sa une un week-end 100% macabre. C'était donc la revue de presse de Aaron Diouf. Merci. Voilà donc, mesdames, messieurs, c'est tout pour donc le 13h. Vous aviez au CEDEM Ousmane Diop, à la partie technique Amadou Ndiaye et au micro Ibrahima Sadi et Marianne Senghor. Merci et au revoir.